Le nombre de soldats faits prisonniers au cours de la Première Guerre mondiale est énorme. En Europe, plus d'1 million d'hommes ont été capturés pendant les 6 premiers mois du conflit. Au rétablissement de la paix en 1918, ce nombre s'élevait à environ 8 millions de soldats et à 2 millions de civils dans le monde. Près de 180 soldats du Newfoundland Regiment ont été prisonniers de guerre. La majorité d'entre eux ont été capturés le 14 avril 1917 à Monchy-le-Preux. Parmi eux, le soldat Frederick Diamond. Nous étions parvenus à notre objectif. Nous avons alors subi une violente contre-attaque. Et pendant notre retraite, j'ai été blessé à l'épaule et je me suis évanoui. Je gisais au sol lorsque je suis revenu à moi. Les Allemands avaient franchi notre front, mais certains d'entre eux ont rebroussé chemin et se sont dirigés vers moi. J'ai fait le mort. Ils ont vidé mes poches, puis sont partis. Je suis resté là, incapable de bouger. Le lendemain matin, ils sont revenus. J'ai de nouveau fait le mort. Je voulais éviter d'être capturé. Ils se sont éloignés. Vers 16 heures, j'ai succombé au sommeil, mais ils ont sans doute perçu un mouvement car 2 soldats allemands sont arrivés, baïonnettes au canon, et se sont emparés de moi. Frederick Diamond fut expédié au camp de prisonniers de guerre de Dülmen en Allemagne, l'un des 300 camps érigés par l'armée allemande pendant la guerre. Dans ces enceintes fortifiées par des clôtures en fil barbelé, des baraques en bois pouvaient accueillir des milliers d'hommes. Chaque baraque mesurait 10 mètres sur 50 mètres et logeait 250 prisonniers, parfois plus que prévu. Les hommes dormaient sur des sacs en toile remplis de paille ou de copeaux de bois. On leur fournit 2 couvertures de laine, une serviette et des ustensiles. Les camps comprenaient également une cuisine et des douches. Conformément au droit international, les gouvernements devaient nourrir les prisonniers de la même manière qu'ils alimentaient leurs propres armées. Cette stipulation était souvent violée et les prisonniers se plaignaient souvent de souffrir de la faim. Les colis qu'ils recevaient de leur famille représentaient une indispensable source de nourriture. Des règles précises régissaient leur distribution. À l'été 1917, les familles furent informées par avis dans les journaux locaux de ne plus envoyer de colis de nourriture ou de vêtements directement vers les camps. Cette importante responsabilité relevait dorénavant des organismes caritatifs et du gouvernement. La Croix-Rouge était le principal organisme responsable de cette distribution. À Terre-Neuve et au Labrador, un regroupement de bénévoles, la Newfoundland War Contingent Association, s'occupait aussi de distribuer régulièrement outre-mer des colis alimentaires comprenant des haricots, du lait, du sucre, des biscuits, du chocolat et de la viande en conserve. Les officiers s'en tiraient mieux que les simples soldats. Ils étaient plus confortablement logés que les hommes de troupe et moins entassés. Ils vivaient dans des baraquements militaires ou des immeubles réquisitionnés par le gouvernement pendant la guerre, par exemple des usines, des forteresses, des hôtels et même des châteaux. Ils couchaient dans un lit et la nourriture était meilleure. Ils avaient aussi droit à des livres et à des magazines, à condition que ces publications respectent la censure. Conformément au droit international, les officiers faits prisonniers étaient dispensés du travail forcé. Les simples soldats, eux, n'avaient pas cette chance. Ils devaient travailler dans des usines et des mines. Ils étaient aussi affectés à la réparation des routes et des voies ferrées et à la construction de ponts. Ils devaient ramasser les ordures et effectuer des travaux agricoles. Ils remplissaient une multitude de corvées. Si le travail les éloignait de leur camp, ils déménageaient dans de plus petits camps. Le soldat Austin Party, originaire de Table Bay au Labrador, a travaillé à la construction d'un chemin de fer dans un village allemand. J'ai subi de mauvais traitements. Plusieurs fois, j'ai été privé de nourriture pendant 1 jour ou 2. J'ai dû accomplir de durs travaux pendant 4 mois. Je me suis ensuite retrouvé sur une ferme dans un village près de Bergen pour y effectuer des travaux agricoles pendant 2 mois. Je suis revenu au camp d'Oldham et j'y suis resté prisonnier jusqu'à l'armistice avant de revoir l'Angleterre. Le droit international dictait le traitement à accorder aux prisonniers de guerre, mais ces règles étaient parfois bafouées. À l'occasion, des pays maltraitaient volontiers leurs prisonniers pour influencer le cours de la guerre ou en représailles à une action qui leur déplaisait.
Des soldats infortunés en devenaient les victimes. Ils étaient alors l'objet de traitements brutaux. Ils devaient survivre avec des rations extrêmement réduites et travailler de très longues heures, exposés à des températures glaciales ou torrides. Ils étaient même expédiés au front pour creuser des tranchées ou récupérer des corps. Le taux de mortalité de ces prisonniers maltraités était élevé. Certains d'entre eux furent exécutés, tandis que d'autres succombèrent à la faim ou à la maladie. Le soldat Arthur Cummings du Newfoundland Regiment était l'un de ceux-là. Il s'est éteint à l'âge de 23 ans. Capturé le 14 avril 1917, il perdit la vie 5 mois plus tard. À St. John's, sa famille apprit son décès le 15 novembre. Le 21 novembre 1917. Au Major Timewell, Service de la paix et des dossiers, Newfoundland Regiment. Monsieur, je vous écris pour savoir si vous détenez de l'information sur mon fils, le soldat Arthur Cummings, numéro 815 du Newfoundland Regiment, compagnie C. Jeudi dernier, le 15 novembre, nous avons reçu une notification de son décès aux mains de l'ennemi, mais sans plus de détails sur la date précise ou les circonstances. Si vous pouviez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de sa mort et me les communiquer, je vous en serais très reconnaissant. Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées. Charles Cummings. Il reçut une lettre quelques semaines plus tard. Il travaillait en France derrière les lignes ennemies. Il a contracté une maladie qui l'a emporté. Une liste officielle de l'armée allemande, obtenue par l'intermédiaire du ministère de la Guerre, indique qu'il est décédé le 14 septembre dernier dans un hôpital de campagne. Il est enterré dans le cimetière de Tournai, en France, tombe numéro 526. Je regrette de vous informer que les circonstances de la mort du soldat Cummings nous privent de renseignements plus clairs à ce sujet. Si jamais d'autres renseignements nous parviennent, ils seront transmis au quartier général de St. John's en vertu des règlements. Des documents reçus à une date ultérieure mentionnent qu'il est mort de la tuberculose en raison de la malnutrition. Ces documents signalent également le décès de 2 autres soldats de la même maladie, les soldats George Atwood et Gideon Lane. Un 4e prisonnier, le soldat Charles Snow, a souffert d'une insuffisance cardiaque due à l'épuisement et à la négligence. Il est décédé dans une rue à Marchienne le 20 juillet 1917. Il avait 24 ans. On évalue à 36 le nombre de soldats du Newfoundland Regiment qui sont morts en captivité. Heureusement, la majorité des prisonniers de guerre a pu revenir à domicile. Certains ont même réussi à s'évader. C'est ce qu'a fait Arthur Jessel. Il avait 22 ans lorsqu'il fut capturé par les Allemands à Monchy-le-Preux. Il a décrit son évasion dans son compte-rendu de prisonnier de guerre. On m'a renvoyé en Belgique, dans une petite ville appelée Manage, pour environ 1 mois et demi. Je me suis échappé de ce camp avec 3 autres soldats, 2 Anglais et Myers de notre régiment. Nous étions libres depuis 8 jours lorsque nous sommes arrivés près de la ville de Mont. Nous nous cachions dans les maisons entre les villes de Nouvelle et Mont. Les Allemands battaient en retraite après la grande offensive de l'armée britannique. Nous avons aperçu des troupes canadiennes et nous sommes allés à leur rencontre. Les soldats nous ont d'abord refusé le passage car nous étions en civil. Ils étaient sur leur garde en raison de la présence possible d'espions. Un officier canadien nous a tout de même escortés jusqu'au quartier général du bataillon, où nous avons pu confirmer notre identité. Nous avons finalement pu revenir en Angleterre le 22 novembre, après avoir traversé les villes d'Étaples et de Calais. La plupart des prisonniers de guerre du Newfoundland Regiment sont arrivés à bon port dans leur foyer. Frederick Diamond fut rapatrié en mars 1918. Austin Party, 8 mois plus tard. Il se rendit en Angleterre. Il y avait rencontré une jeune femme, Betty Whittle, et en était tombé amoureux. Elle conduisait alors des camions pour la Royal Air Force. Ils se sont mariés le 18 janvier 1919, puis s'installèrent au Labrador cette même année. Ce fut un dénouement des plus heureux pour ce prisonnier de guerre.